ce jour-là, c'était des énièmes coups que je me prenais. Mais madame, attention, vous allez risquer votre vie, votre bébé aussi. On vient de sortir d'un accouchement terrible, on vient de perdre son enfant. On y va, on récupère comme on peut sous les insultes, parce qu'évidemment il n'y a pas de policier qui m'accompagne là. Bonjour Elvina. Bonjour Jérôme. Alors on est chez toi aujourd'hui pour parler un peu de ton affaire. Ouais. Parce que c'est une affaire qui est quand même super grave et qui a finalement peu été connue et qui a peu circulé. Alors je suis vraiment désolée en même temps de devoir te replonger dans cette histoire. Mais voilà, pour faire connaître, on va devoir passer par là. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu toute l'histoire? Alors c'était en 2013, donc j'ai déjà une petite fille avec une personne, donc je suis à nouveau enceinte. Bon, la grossesse est compliquée, je dois rester au lit parce que la poche touche, donc il faut vraiment rester allongé. Donc ça se passe sans problème. Donc on avait programmé avec le gynéco donc une intervention donc le 25 décembre pour que je puisse rester avec les enfants, leur souhaiter joyeux Noël. Rentrer au bloc, mais c'était juste un cerclage, juste pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Sauf que ce jour-là, c'était des énièmes coups que je me prenais. Je me suis réveillée, monsieur n'était pas de très très bonne humeur, donc il a commencé à casser des assiettes, à crier. Moi j'avais ma fille qui était dans ses bras, ma plus grande qui était dans le jardin en train de jouer avec son cousin. Et à un moment donné, il est en train de casser les assiettes et s'énerver. Et puis il appelle la police en disant mais venez immédiatement parce que ma conjointe est en train de devenir folle, elle est en train de tout casser dans la maison. Et les enfants qui hurlent, qui disent mais non, c'est pas elle, c'est lui. Et ils crient comme ça. Et du coup ils raccrochent en vitesse donc le téléphone, ils foncent sur les enfants en fait pour les frapper. Je m'interpose et c'est là que je me prends un gros choc. Évidemment, parce que je devais entrer au bloc le jour même pour sécuriser l'enfant. Et je sens en fait une énorme douleur dans le ventre. Je me plie en deux. Et je le regarde, j'arrive même plus à respirer. Et puis il continue. Et je sais pas, est-ce qu'il se rend compte que je suis en train d'avoir mal ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, il me dit... mais barre-toi, casse-toi. Donc là, les enfants écrient, donc il lui dit rends-nous la petite qui est dans ses bras, qui elle aussi était en larmes. Donc il nous la rend et puis on prend la voiture et puis on essaie vraiment de rouler comme je peux parce que du coup, je me tiens le ventre. Et 25 décembre, il n'y a personne sur la route. Personne, donc j'arrive comme je peux donc, au commissariat de police. Donc je leur explique la situation, donc ils appellent immédiatement donc, les pompiers qui m'évacuent. Donc ma mère m'explique que les enfants ont été entendus, donc ils ont bien redit qu'effectivement il y a eu des coups qui ont été échangés. Et je me dis bon c'est bon, les enfants ils sont en sécurité, moi je suis en sécurité à l'hôpital, je suis entrée au bloc, je fais finalement le cerclage qui aurait dû être fait. Donc tout devrait se passer très bien en fait pour le bébé. Et finalement non. Un soir, je suis donc toujours immobilisée donc, à l'hôpital, à Saint-Benoît. Je reçois des appels menaçants, me traitant de tous les noms, et maman qui m'appelle derrière, qui me dit « mais on ne comprend pas, il y a des policiers qui se présentent ici, chez nous. Il y a 2 voitures, et monsieur, donc, le père de Esha, donc ma fille, est dans la voiture, et il réclame de la petite. » Et je me dis « mais c'est pas possible, comment est-ce que c'est faisable? Parce que je veux dire, j'ai quand même subi des coups. Si je suis rentrée au bloc et si je suis à l'hôpital, si je suis en train de sauver un bébé, c'est parce que c'est passé comme ça. » Parce qu'à ce moment-là, le bébé n'est même pas sûr d'être sauvé. À ce moment-là, le chirurgien a remonté la poche. C'est-à-dire que la poche était descendue. Donc il y avait quand même un risque.
Ce qu'il m'avait dit, c'était vraiment de se reposer, de rester. Bon, on est immobilisé en fait quand ça se produit. C'est-à-dire qu'on remonte la poche, on fait le cerclage, mais on bouge plus. Et la poche était descendue à cause des coups? À cause, oui, des coups. Mm. Et c'est vrai que là, en l'instant, elle est une très grande prématurée. Donc tous les heures que je gagne, en fait, lui donner aussi une chance de survie et qu'elle arrive sans problème. Et elle arrive aussi à constituer, en fait, hein, parce que bon, là, en l'état, c'est compliqué. Et suite à ces appels qu'on reçoit, les sages-femmes commencent à s'alerter, à venir me voir, me dire « Mais madame, éteignez votre téléphone ». Et je leur explique, je fais « Mais il faut me comprendre parce que là, je ne comprends pas. Je veux dire, normalement, la personne, elle ne devrait pas être là, quoi. Elle devrait être, je pense, à mon avis, enfermée, enfin, je sais pas, en garde à vue ou quelque chose. Et pas aller réclamer une petite complètement ivre avec des policiers qui sont eux aussi ivres. Je comprends pas. Et je leur explique, je fais mais moi je me sens pas en sécurité, je me sens encore moins ma famille en sécurité ici. Et bon, j'ai maman qui me dit, bon, il était plus de minuit passé, donc elle a dû disjoncter pour éteindre tout. Vous avez vu le portail en fait, donc il fallait tout faire sauter. Donc tout faire sauter et éteindre les téléphones parce qu'il s'acharnait à appeler. Et à minuit passé, donc elle me dit non ça va, et calme-toi, donc tout va bien. Donc j'essaye de me calmer, j'essaye de calmer l'angoisse. Et le lendemain matin, je me dis mais je vais quand même appeler cet ami policier et lui demander des explications. Je fais mais parce que c'est quand même pas possible, je veux dire les coups, c'était pas la première fois. C'est à 3 mois de ma plus grande, et j'avais commencé à les subir ces coups-là et de toute façon j'arrivais pas à porter plainte. Donc, et elle avait quel âge la plus grande à ce moment-là? À ce moment-là, elle avait à peine 1 an. Oui, à peine 1 an. Et ça faisait combien de temps que vous étiez en couple? Ça faisait plus d'1 an. D'accord. Ouais, plus d'1 an qu'on était ensemble. On se connaissait avant que je parte en métropole, donc faire mes études et travailler. Donc, et je ne pensais pas que la personne était aussi violente. Ouais. Donc, du coup, j'ai appelé cet ami, entre guillemets policier, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi il s'était présenté chez mes parents et comment ça se fait que suite au fait que je suis rentrée à l'hôpital à cause des coups et de mon état et de l'état du bébé, je ne comprenais pas comment ça se fait qu'il n'y avait rien qui courait non plus sur cette personne-là. Et il m'explique juste, mais on sent encore l'alcool en fait, hein, on sent encore la buée d'alcool dans la voix, hein, qu'il est très encore alcoolisé. Il me dit juste que le père avait juste envie de voir sa fille. J'ai dit mais qu'il ait envie de voir sa fille, mais alcoolisée, et vous-même alcoolisée, comment c'est incompréhensible. Il y a vraiment 2 mondes. Je suis à l'hôpital, il s'est passé l'agression. J'ai été hospitalisée, donc je suis rentrée au bloc pour essayer de sauver un bébé. Vous arrivez donc chez mes parents, je comprends pas. Surtout que quand tu les as quittés, t'étais passée chez les policiers, donc ils étaient au courant de l'agression. Bien sûr. C'est eux-mêmes qui ont appelé qui ont fait l'évacuation sous violence, donc je tombais des nues, je comprenais vraiment pas. Ok. Voilà, donc du coup, là dans l'après-midi, enfin dans la matinée, fin de matinée, je commençais à pas me sentir bien. Je me dis mais je commence à me sentir fébrile, à me sentir pas bien. Donc les sages-femmes commencent à venir me voir et ils prennent ma température. Et au fur et à mesure donc, que le temps va passer, donc ça va aller crescendo en fait dans l'angoisse, puisque du coup je sens que les gens s'affolent autour de moi. Donc là ils commencent à me dire mais madame, il faut absolument que vous ayez des personnes à côté de vous. On va devoir vous évacuer vers soit Saint-Pierre, soit Saint-Benoît, soit Saint-Denis en fait, qui sont équipés en service néonat. Et en l'état, vous risquez en fait une aggravation de votre santé. Et pour reprendre des décisions, il faut que quelqu'un de votre famille soit à côté de vous. Donc on ne réalise pas trop parce que pour l'instant ça va encore quand en fait. Hein, on a un bébé dans son ventre, on le sent bouger, donc on se dit on
pas trop ce qui va se passer. Mais au fur et à mesure que le temps passe, donc là, on me presse vraiment. Donc là, on me fait comprendre les choses. On me dit, mais madame, attention, vous allez risquer votre vie, votre bébé aussi, et il faut vraiment avoir quelqu'un. Donc là, ça a été cash. Donc là-dessus, je commence à réaliser, et eux, ils commencent à appeler, enfin, ils avaient déjà commencé à appeler, donc soit pour avoir un hélico pour m'évacuer vers Saint-Pierre, soit pour avoir le SMUR et m'évacuer en fait vers Saint-Denis. Et bon, là, j'appelle mes parents, j'appelle ma soeur, j'appelle tout le monde, et je me dis, mais attendez, si moi je dois risquer ma vie, il est hors de question que ma petite, elle reparte dans les pattes de quelqu'un qui est complètement cinglé à mon sens, quoi. C'est juste pas possible. Si moi je dois décéder, mon bébé doit décéder, ma fille, elle doit pas se retrouver avec cette personne. Et à ce moment-là, vous aviez décidé de vous séparer ou vous étiez encore en couple? Non, moi, il m'a foutu dehors en fait. Hein. Il m'a mis dehors, c'est-à-dire tu dégages de ma vie. Donc là, sur le coup, je me dis, mais de toute façon, là, c'est fini de toute façon. Donc il faudra préserver la petite. Il faut vraiment lui trouver un échappatoire à tout ça. Il ne faut pas qu'elle soit encore mêlée à ces violences-là. Et je me dis, mais la seule solution, c'est de faire signer monsieur un document disant qu'il laisse en fait la garde de l'enfant à ma mère. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, c'était ma seule volonté. Donc je l'appelle et je lui dis. Donc bon, il veut absolument pas venir et je lui porte un chantage. Je lui dis, mais attends, mais si je suis dans cet état-là, c'est quand même par rapport à l'agression. Donc il faut le faire. J'ai besoin j'ai besoin que ma fille soit en sécurité maintenant. Donc entre-temps, donc moi je suis évacuée, je suis dans ce mur, donc j'arrive à Bellefière et tout le monde arrive en même temps. Dès que j'arrive, donc il y a la pédiatre qui vient me voir et qui m'explique qu'en l'état, la septicémie est en train de se propager et que la petite, elle va venir, mais qu'ils ne vont pas la sauver. Donc on me le dit très très bien, c'est-à-dire qu'on me prépare à me dire, mais voilà, on va vous la laisser, mais attendez-vous à ce qu'on vous la prenne, on lui mette une petite piqûre et qu'on la laisse partir. Donc là, quand on vous annonce ça, c'est compliqué parce que je veux dire... Parce que là, tu étais à quel... au niveau de ton terme de grossesse, tu en étais où? J'ai été à peu près à 6 mois. 6 mois, d'accord. Elle est née vivante et viable. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait toutes les caractéristiques pour être sauvée. Ouais. Donc elle avait le poids, elle avait le nombre de mois donc pour être en néonate et être sauvée. Sauf que là, et on me l'a répété plusieurs fois, hein, c'était que la septicémie, ça s'est vraiment propagé. Et la septicémie a été causée par rapport à ces violences? Oui. D'accord. Donc du coup, oui, ils t'annoncent qu'ils ne peuvent pas... Mais que moi-même, je risquais d'y passer aussi. Hein, donc, on n'est absolument pas endormi en fait. Hein, on me donne des calmants. On me fait un décerclage à vif. La petite arrive en accouchement normal. Hein, donc on me la laisse pendant 1 heure de temps. Elle est vivante, elle est sur moi, elle vit, elle bouge. Et on vient la récupérer. Mais ce qui est atroce, c'est de se dire que quand en état de choc septicémique, c'est que moi-même, j'ai eu une souffrance mais terrible. J'avais vraiment mal. Donc de se dire que cet enfant, elle n'est même pas née, elle a souffert cette... Ouais. De cette façon, c'est dur. Ouais. Et voilà, donc après c'est vraiment grâce aux urgentistes, parce que ça a été compliqué donc toute la nuit, il a fallu se battre en fait pour que je reste en vie. Je sais qu'à un moment donné, ils sont venus me voir pour me dire, mais vous avez encore 2 enfants, il faut vraiment vous battre madame, parce que là, vous avez une petite qui est partie, mais il faudra rester là, hein, et vous avez 2 enfants, et je sais que plusieurs fois, on m'a empêché de fermer les yeux, on m'a empêché de dormir, on m'a dit non, restez là, restez avec moi. Mais ça a été toute la nuit comme ça. Donc ça a été en même temps se dire, on voit son enfant arriver et la voir partir. Soi-même être dans l'obligation en fait, de se battre pour rester vivante.
c'est compliqué. C'est compliqué. Et bon, là-dessus, c'est arrivé, sauf que ça ne s'est pas terminé comme ça. Moi, le lendemain, le père des enfants, il a activement préparé les funérailles, reconnu l'enfant, fait tout le nécessaire. Il nous a surpris, mais en même temps, j'avais vraiment beaucoup de mal à comprendre. Puisque tout d'un coup, est-ce que j'ai été une victime? J'en sais rien, parce que du coup, j'ai été à ce moment-là stigmatisée plus celle qui a provoqué le décès du bébé. À cet instant précis. Par qui, du coup? Par le père et par l'ensemble des policiers qui l'ont encadré donc, dans les funérailles de cet enfant. Puisque c'est les policiers l'ont encadré dans les funérailles? Oui. Il y avait à ce jour-là donc, beaucoup de policiers qui sont arrivés, ce que je ne me suis absolument pas expliqué. Parce que ma famille non plus, c'est pas expliqué, mais même aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, mais comment dans un statut où on a été agressé, violenté, du jour au lendemain, c'est comme si c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de venir voir l'enfant, on n'avait pas le droit en fait de venir aux funérailles, on n'avait littéralement pas le droit en fait de venir à l'enterrement. On vous a dit ne venez pas à oui, l'enterrement? on nous a carrément dit. Mais en invoquant quelle raison? Aucune. Je pense que le seul fait d'avoir l'uniforme, ça suffisait amplement. Ouais, mais c'est les policiers qui sont arrivés chez vous et qui vous ont dit... Alors là, à ce moment-là, c'était à la morgue en fait, de l'hôpital, puisqu'on était encore à l'hôpital. Ouais. Donc la petite était à l'hôpital encore. Donc je sais en tout cas, l'équipe soignante a essayé de nous laisser le temps avec l'enfant, nous donner un minimum, c'est-à-dire donc les photos, on nous a demandé les habits, on a demandé des choses. Mais sorti de ce petit cocon-là, après c'était fini. C'était fini, on n'avait plus le droit en fait d'avoir accès à quoi que ce soit. Donc c'est monsieur, donc avec ses amis policiers qui ont pris le relais. Moi je sais qu'à un moment donné, j'en ai discuté beaucoup avec mes parents, avec tout le monde. Et j'ai dû signer une décharge, parce que j'étais encore en choc septicémique, pour pouvoir me dire, mais malgré tout, d'accompagner ma fille à sa dernière demeure. Donc je l'ai fait. Mais ça a été très violent en fait. On a vraiment le sentiment que déjà, on n'a pas à être là. Et c'est comme si c'était moi qui avais provoqué le décès du bébé, quoi, en fait. Donc ça a été hyper compliqué. Voilà. Donc à partir de là, ça a été une espèce de guerre froide, où il fallait passer par l'intermédiaire des policiers. Mais on a même essayé de porter plainte, c'était même pas la peine. Pour récupérer mes habits, puisque je suis partie le 25 décembre avec rien. Moi, les filles, on n'avait rien, nos enfants n'avaient rien. Donc on a dû se cotiser pour acheter des vêtements, avoir un strict minimum. Sachant que là, c'était la période scolaire, donc mais après il fallait préparer la rentrée, repréparer donc, la vie tous les jours. Donc là, j'essaie de récupérer les affaires. Donc il s'oppose clairement à ce que je viens de récupérer. Dans votre domicile? Oui. Il t'empêche de rentrer dans votre domicile? Oui. Donc là, je appelle ce policier-là et je lui explique, mais comment je fais? Comment est-ce que les enfants en font? Ma petite, elle boit encore au biberon, donc rien. Donc là, il me rappelle après dans l'après-midi pour me dire, mais il te donne 4 heures, donc tu as 4 heures, mais tu viens toute seule et c'est tout. Tu prends le strict minimum et puis tu te casses. Donc voilà, tu as droit qu'à ça. Donc j'y suis allée, sur le conseil d'amis, le seul truc que je pouvais prendre c'était des sacs poubelles. Donc l'humiliation, parce que déjà on n'a pas grand chose. On vient de sortir d'un accouchement terrible, on vient de perdre son enfant. On y va, on récupère comme on peut sous les insultes, parce qu'évidemment il n'y a pas de policier qui m'accompagne là. Donc je récupère tout ce que je peux, je mets ma voiture, donc je rabaisse les sièges, donc je remets le maximum de ce que je peux dedans. Et je reviens à la maison. Et il se pose la question en fait de la garde de la petite. Donc là, j'essaie de voir avec une médiation familiale. La médiation, je leur explique la situation. Ils me disent, mais là, il y a eu des violences, donc ça va être vraiment sous la volonté de monsieur.
Si monsieur ne veut pas, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc du coup, la secrétaire appelle pour proposer un rendez-vous donc, au père. Elle se fait copieusement insulter. Donc elle me rappelle, elle me dit bah, monsieur ne souhaite pas faire de médiation. Donc là, je me retrouve un peu coincée. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas passer par un juge. Il veut voir sa fille quand il veut. Et c'est tout. Donc, sachant que je suis déjà dans le contexte où j'ai déjà subi des violences, j'ai été frappée plusieurs fois, j'ai essayé de porter plainte, il n'y a rien. Justement, les plaintes, là, comment ça s'est passé quand tu es partie au commissariat pour porter plainte? Parce que tu dis La première fois. Il y avait déjà eu des violences avant et tu avais déjà essayé de porter plainte avant. Oui. Alors, ce qu'on m'a répondu crûment, ce policier, c'était madame, vous avez qu'à vous faire ligaturer les trompes, hein, ce sera une solution pour éviter ce genre de violence et arrêter ça. Ah ouais, carrément. Donc là, dans le contexte où on se dit mais on n'est absolument pas écouté, qu'il y a quand même une petite qui est décédée, il y a eu des coups. Donc ça c'était par rapport à cette fois-là qui t'ont répondu ça? Ah non, c'était avant. Ou c'était encore avant? Avant. D'accord. Donc il y avait eu combien d'épisodes de violence avant? Alors il y en a eu 3 à peu près. 3, et à chaque fois tu as été au commissariat? Tu as été toujours au même endroit ou tu as changé de commissariat? Toujours au même endroit. Ok. Tu es tombé sur les mêmes personnes? À peu près, oui. Ok. Et du coup, la dernière fois, donc cette fois-là en tout cas, t'es retournée... Par rapport à la grossesse, par rapport au décès? Ouais. Non, je suis partie directement à la gendarmerie de Saint-Benoît. Pourquoi Saint-Benoît? Je ne sais pas, parce que peut-être que j'ai été hospitalisée en fait à l'hôpital de Saint-Benoît et c'est ce que j'ai un peu dit. Prenez contact avec l'assistante de Saint-Benoît, l'assistante sociale de Saint-Benoît. Prenez contact avec l'équipe, vous aurez bien vu que j'ai été évacuée sous violence. Mais ils me disent, mais déjà, c'est pas leur territoire, donc il faut que vous repartez de l'autre côté. Et puis pour eux, la problématique n'est pas les violences, la problématique c'est encore moins le décès du bébé, la problématique c'est la garde de votre enfant, allez voir un juge. D'accord. Donc c'est une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la plainte. Et là, ils te disent ça et toi, tu dis quoi? Tu essayes d'insister? J'essaie d'insister pour leur expliquer que j'avais déjà pas accès à mes vêtements, j'avais pas accès aux affaires des enfants. Bon, visiblement, ça les intéresse absolument pas. D'accord. J'ai essayé, hein, même ma soeur était avec moi, on a essayé plusieurs fois de les interpeller sur l'histoire, de toute la chronologie de ce qui s'est passé. Et là, on est en quelle année du coup? Là, on est en 2014. 2014. Voilà. Donc là, sur ce coup-là, pas d'aide au niveau judiciaire, ni rien. Et s'enclenche en fait la garde, le mode de garde que monsieur décide, c'est-à-dire à la demande. Donc, quand il décide, je dois emmener l'enfant. Donc elle est toute petite, hein, donc il est hors de question que je la laisse seule. Et je venais tout juste en fait de perdre l'enfant, donc et au mois de février, j'arrive un tout petit peu en retard parce que j'avais déjà repris le travail. Et dès que j'arrive, c'est tout de suite agression verbale. Donc il me traite de tous les noms, il me dit mais casse-toi, prends ta voiture, barre-toi, avec tous les noms que je ne vais pas dire. Et je suis en panique, je prends ma fille, je prends mon sac, j'essaie de rentrer de ma voiture, j'essaie d'installer ma fille dans le siège bébé, donc sous le stress, incapable de l'attacher. Il rentre dans la voiture énervé, il commence à me frapper, ma fille, à quelques centimètres de là en fait, des coups. Ça monte crescendo, donc à un moment donné il me sort de la voiture en me frappant. Donc je suis allongée sur l'asphalte. À un moment donné, c'est un des voisins qui a crié, je pense, et qui a fait que ça s'est arrêté. Donc ça a permis en fait que je me libère et que je puisse partir. Donc sur ce coup-là, c'est ma sœur qui m'a emmenée en fait à Belle-Pierre, donc aux urgences. Et cette fois-ci, on se dit, mais on va essayer de faire un autre commissariat. Donc on va à Malartic, hein, j'ai eu 8 jours d'ITT. Je vais à Malartic, j'explique la situation. Compliqué aussi de prendre la plainte. Ils ne veulent pas. Je réexplique en disant mais ça sert à rien si je vais à Saint-André parce que de toute façon on prendra plat. Donc du coup en faisant le forcing ils prennent la plainte. Sauf que pas longtemps après, donc il est au courant. Et il me dit mais ta plainte est déjà arrivée à Saint-André, mais tu crois quoi? C'est pas parce que tu peux changer de commissariat que ça change quoi que ce soit. Ah d'accord. Ouais. Ah c'est lui qui te dit ça? Oui.
Donc il est au courant, Il est déjà au courant. du circuit de la plainte et de qui s'occupe de la plainte. Il est au courant déjà. Donc là, on se sent pris au piège parce qu'on se dit, mais comment on fait? Comment on fait? Parce que comment on se sort de là? Qui va nous protéger? Visiblement, il n'y a personne. Et à ce moment-là, t'as pas t'as personne qui peut t'aider au niveau du droit. Peut-être t'aurais pu faire une plainte directement au procureur ou quelque chose comme ça. J'ai écrit en fait au procureur. D'accord. J'ai écrit sur ce coup-là. Moi, je sais que le commandant de police était venu me voir suite à cette plainte en me disant mais il faut qu'on cause et qu'on discute, en me disant mais il faut l'aider notre ami. À ce moment-là, je commençais déjà à ne plus vouloir entendre quoi que ce soit. Ça commençait vraiment à me dire mais là Enfin, quand j'étais à l'hôpital et quand j'ai été vue en victimologie ma fille, on me disait mais c'est de l'emprise. Et je me révoltais en fait avec cette histoire d'emprise. Je dis mais c'est pas de l'emprise, c'est de l'esclavage. C'est pas de l'emprise, c'est de l'esclavage. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Même mes amis viennent ici, ils sont checkés au niveau de leur plaque d'immatriculation, ils sont suivis. Il sait qui est la personne, il a l'adresse, le nom. Je fais mais c'est un truc de fou quoi. Ah, il a l'adresse, le nom des personnes qui viennent jusqu'à chez toi. Même le numéro de téléphone. Donc à un moment donné, on se dit mais on vit dans quel monde? Et puis là, c'est des contraintes, c'est-à-dire que tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça, tu dois faire comme ça, tu n'as pas de vie en fait. Donc, et je le dis, je me rappelle l'avoir dit en fait à l'hôpital, c'est pas de l'emprise, c'est de l'esclavage. Après, on me dit oui, mais battez-vous pour me battre comment? Me battre comment? Parce que je ne suis pas entendue. Dès que j'envoie des plaintes, j'envoie des courriers ou quoi que ce soit, il n'y a rien. Donc là, sur ce coup-là, j'avais décidé, suite au courrier que j'ai fait au procureur, d'envoyer un courrier à Marlène Schiappa. Et il y a eu un contact avec un journaliste, donc Éric Lenné du GIR. Et sur le coup, comme moi en tout cas j'avais peur par rapport à mes filles, parce que on sentait qu'en face, ben, ça joue pas non plus, quoi. Donc on sent que ben, de toute façon, dès qu'on se rebelle ou quoi que ce soit, donc faut faire attention. Alors le courrier à Marlène Schiappa a quand même bien marché, parce que du coup, plus l'article de Éric Lenné, on en avait fait en 2019. 2019, donc c'était quand même plusieurs années après. Donc, le combat, il a été vraiment... il a été long, quoi. Et ça continue en 2022. Et je sais que du coup, on m'a dit, mais on va vous auditionner, madame. On va vous entendre. Sachez que les policiers et la police est là pour vous entendre en tant que victime. Vous avez parfaitement le droit d'eux. Ok, donc on m'entend. On me demande le rôle qu'a joué les policiers, le nom des policiers. On me demande tout ce qui s'est passé donc en niveau chronologie. Je le fais. Je crois que ça fait 7 pages à peu près. Ça a duré 3 jours d'audition. Mais plus rien. Plus rien. Entre-temps... Ça, c'était à quel endroit, du coup, que tu avais été auditionnée? Toujours à Saint-André. Toujours à Saint-André. Oui. Et je l'avais dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne délocalise pas vers la gendarmerie ou ailleurs. Parce que bon, je veux dire, surtout comment... s'il y a des soupçons de... Voilà, comment porter plainte sur des policiers alors qu'ils sont là, quoi. On m'a dit, non mais vous inquiétez pas, on met un cache, personne ne va le voir. Vous inquiétez pas, cette fois-ci, on prend bien en charge, on va vraiment vérifier. Allez, de bonne foi, je me dis, 3 jours d'audition, tout ce battage, allez, on va y croire à la justice. Et entre-temps, moi, au niveau de la garde de mes filles, j'ai des procédures de MJE et d'AEMO qui s'enclenchent. Alors, c'est quoi ça, MJE? MJE, c'est une procédure, mesure éducative judiciaire. Ouais. Et AEMO, donc la même chose, mais via les assistants sociaux, en fait, où les éducateurs suivent les enfants. Sauf que là, moi, j'ai plus l'impression que c'est plus un chantage. C'est-à-dire, vous ouvrez trop votre bouche, dites trop de choses, et attention, vous place votre enfant. Et on me l'a fait plusieurs fois. Hein. Attention, madame, on va vous placer vos enfants hein, si vous continuez comme ça. Donc ça, c'est après les auditions oui. Où on t'a... En même temps... En gros, t'as eu des... Comment dire,
un accompagnement au niveau de tes enfants après avoir fait les auditions. En même temps, parce que cette décision de le faire en anonyme, on le savait pertinemment qu'il y avait ces éducateurs, ce suivi-là qui était en cours. Donc pour se dire on protège les enfants, ne pas donner un motif de placement d'enfants, de dire que je mets dans la presse et que je mets en visibilité mes enfants, que je les mette en danger ou quoi que ce soit. Donc à la limite, j'avais l'impression que je les aurais pas mis en danger et j'aurais plutôt averti de ce qui se passait plus tôt. Mais dans tous les cas, on était en 2018, donc nous sommes en 2022. Donc les procédures ont suivi donc leur cours pendant tout ce temps-là. Et donc là, toi, donc quelles plaintes ont finalement été prises par la police? C'est donc la plainte sur les violences. Alors moi je pensais qu'il y aurait eu effectivement les plaintes sur les violences, mes violences à moi, ouais. sur le décès du bébé, parce qu'à mon sens c'est qualifié d'homicide involontaire. Donc ça, tu avais déposé cette plainte en même temps que celle sur les violences. Oui. Ok. Voilà, donc un courrier au procureur que j'avais fait. Le fameux procès verbal concernant la convocation que j'ai eue. Donnant bien donc, les indications du décès du bébé. Et bon voilà, moi je pensais que c'était... Donc ça faisait 2 plaintes? Oui. À l'époque. Ok. Et va se rajouter une autre. Ouais. Parce qu'entre-temps, il a quand même un droit de garde et un droit de visite sur la grande. S'ajoute une autre parce qu'en 2020, j'ai les éducateurs qui me disent « Madame, il faut qu'on se voit rapidement ». Donc, c'est le suivi, de toute façon, on se voyait tous les 15 jours, tous les mois. Donc, on me dit, Madame, votre fille, elle s'est dessinée. Pendant ces moments où elle était avec eux, elle s'est dessinée cachée sous la table. J'ai comment ça, cachée sous la table? Pourquoi? Elle déclare que c'est le seul endroit où elle peut se cacher de son père quand il est sous et qu'il est violent. Donc c'est la seule manière pour elle, pour la petite, de se cacher de ces violences-là. Ah, d'accord. Et je commence à... Non, mais vous inquiétez pas, nous on suit, on sera là, on est là pour ça de toutes les façons. Donc rapidement, une deuxième convocation, on me dit, la petite a déclaré qu'elle a été enfermée toute une journée dans sa chambre, en termes de punition. Comment on peut laisser une enfant seule enfermée dans une chambre? C'est juste pas possible. Et la troisième déclaration qu'elle a faite, la petite, c'est qu'elle a été attachée toute une journée. Elle a été juste détachée à midi pour manger. Attachée? Attachée. Attachée sur une chaise. Comment? Alors, elle l'a dessinée en fait. Elle s'est dessinée puisque ça fait partie d'un des certificats médicaux qui ont été produits. Donc, elle dit qu'en termes de punition, son père l'a attachée avec la ficelle, donc sur une chaise. Donc elle donne bien l'endroit, en fait, elle donne bien, parce qu'il y a 2 bureaux. Elle ne dit pas que c'est le bureau de l'autre côté, c'est le bureau là où il y a les escaliers. Elle donne bien les indications, elle donne même la chaise, comment elle était et tout, que ça lui faisait mal aux fesses. Et là, les éducateurs me disent, écoutez, nous là-dessus, il y a trop de choses, on fait une alerte au procureur. Donc là, l'alerte au procureur, c'est pas moi qui le fais, ce sont les éducateurs spécialisés. Et on me dit, Madame, il faudra l'emmener et porter plainte de votre côté et puis voir votre médecin. Donc du coup, je vais moi au commissariat, donc on m'explique, non, il faut partir chez le médecin traitant, demander un certificat et vous revenez nous voir. Donc je ramène l'enfant et c'est là qu'elle va dessiner en fait. Elle se dessine parce qu'elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à mettre de mots sur ce qui s'est passé. Donc elle se dessine assise, entravée, donc les 2 poignets entravés. Et son papa qui est grand à côté d'elle. Et elle explique donc à la fin au médecin qu'est-ce qu'elle a dessiné. Ça, sur... Elle a quel âge à ce moment-là? 8 ans. Et découlé de ça, on se rend compte qu'elle devient extrêmement violente. Elle fait des crises énormes où elle n'arrive pas à communiquer. Elle pleure, elle s'énerve, elle est vraiment agacée, énervée. On essaie tout. On essaie donc l'autorité, on essaie la douceur, on essaie de la flatter, on essaie la gâter, du chocolat, autre. Impossible. C'est des crises qui peuvent durer entre 4 heures, 6 heures, c'est vraiment difficile. Donc là, je l'explique aux éducateurs. Je me dis mais c'est pas possible. Donc là, on va commencer en fait ces séances de psy. Et on se rend compte que il faut vraiment des séances de psy très très suivies. C'est une fois tous les 15 jours.
Et au bout de quelques séances, elle recommence à redevenir un peu plus accessible, un peu plus ouverte. Donc je pose la question donc, au médecin, il me dit mais c'est une enfant, c'est sa seule façon de monter son traumatisme. C'est sa façon à elle de dire que ça va pas, c'est sa façon à elle de dire là non, j'explose quoi. Et avant ça, toi, tu n'avais jamais remarqué de coups ou de traces sur son corps? Elle se plaignait d'avoir le poignet, que son papa lui pliait le poignet. Elle avait quelques petits trucs, mais bon, les enfants, ça se cogne, ça... Et quand on essaie de lui parler, par exemple, ça, elle dit pas. Par exemple, elle est partie, son père l'a emmenée à Disneyland. Pourtant, Disneyland, c'est magnifique. C'est quelque chose de... Les enfants disent, on est parti à Disneyland, on a vu Mickey. Elle, c'est silence total. À croire qu'on lui dit, mais tu dis rien de ce qui se passe là-bas ou quoi que ce soit. Donc c'est impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Et pouvoir lui redonner confiance, lui dire qu'on est là, lui dire que maman elle est là, et il y a des gens qui sont là, qui sont dans l'affectif, qui vont la gâter, qui vont prendre soin d'elle et pas qu'elle se sente, comment dire ça, en situation de peur, de stress. Ça a pris énormément de temps. Et du coup, aujourd'hui, elle va mieux Oui. Par rapport à ça? Oui. Elle avait commencé à être en situation d'obésité à cause de ça aussi. D'accord. Et oui, ça va beaucoup mieux. Ouais. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Elle rediscute. Elle est arrivée tout à l'heure de l'école. Elle était euphorique. Ça se passe très, très bien. Donc, on s'était revus donc, en 2020. Et ils avaient demandé, en fait, le juge des enfants avait demandé une médiation familiale via les éducateurs de la LFPA. Monsieur n'est pas venu aux rencontres avec sa fille et au mois de juin avait déclaré ne plus vouloir venir et ne plus vouloir voir l'enfant. D'accord. Moi, ça fait quand même 2017, 2019, donc 2020. Donc à un moment donné, je me dis, mais où en sont les plaintes? Où en sont les plaintes? Il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse son deuil, il faut que les enfants soient sécurisés aussi. Donc déjà, moi, une petite qui est décédée, qui n'a pas son statut de victime, et une autre qui est aussi victime et qui n'a pas non plus son statut de victime. Donc à quel moment on les protège? On protège. Donc j'en parle autour de moi, j'en parle aux associations, on me met en contact avec Nadine Karoupana. Nadine Karoupana qui me met en contact avec le défenseur des droits. Le défenseur des droits qui prend contact avec la procureure. Et réponse, tout est classé sans suite. Les plaintes ont été classées. Toutes les plaintes ont été classées sans suite. Ce que je ne comprends absolument pas. Tu n'as jamais eu l'information, tu n'as jamais reçu de courrier pour t'informer de ça? Et concernant la plainte sur les policiers où été entendu, auditionné pendant 3 jours, cette fameuse plainte de 7 pages concernant les policiers, la procureure m'informe que son prédécesseur l'a classée en 2021, sans même informer qui que ce soit. Parce que dans le courrier qu'elle fait, la procureure, elle indique que tu aurais reçu un courrier pour te dire que c'était classé sans suite. J'ai reçu là pour les classements de pensions alimentaires qui n'ont été pas payés. J'ai reçu concernant Echa, ma fille. Concernant les autres, je ne les avais pas reçus. Donc là, j'ai bien reçu l'information comme quoi ça a été classé depuis 2021. Donc elle m'indique que pour pouvoir poursuivre, il faut prendre un avocat et partir et se constituer partie civile. Est-ce qu'ils expliquent pourquoi c'est classé sans suite ou pas? Pas suffisamment caractérisé. Ou pas assez de preuves en gros? Pas suffisamment caractérisé alors que c'est même les policiers qui m'évacuent, décès d'un enfant. 15 jours d'ITT pour la petite. Oui, parce qu'en plus, tu avais eu un certificat médical. Moi-même, j'ai eu un certificat médical, donc qu'est-ce qu'il faut être caractérisé? Je ne comprends pas. Tu avais quoi comme autre preuve à ce moment-là? Les messages, par exemple? Les messages. Il y a eu, à l'époque de la garde de l'enfant, il y a eu énormément de textos. Il me faisait chantage sur l'enfant, qui ont été échangés. Il y a plein de choses. Donc ça a été enregistré, donc imprimé. Et l'enquêtrice qui a été mandatée par le tribunal a pu lire tous les textos qui ont été échangés. Donc elle a fait un rapport qui restitue effectivement tout ce que j'ai dit, quoi, en fait.
Donc ça, c'est bien enregistré au greffe. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut apporter comme preuve de plus, je ne sais pas. Ouais. Et tu n'as pas pu avoir plus d'informations? Non. Ok. Et du coup, après ça, est-ce que tu as essayé de porter plainte justement auprès du doyen des juges d'instruction? Alors, il se pose un gros problème, c'est qu'aucun avocat ne veut prendre l'affaire. J'ai eu des retours de texto, madame, c'est trop compliqué. Alors j'ai une chance, c'est que je viens d'avoir un avocat, donc j'ai rendez-vous demain avec cette personne. D'accord. Donc ça fait depuis que ça s'est produit, depuis 2014, que je cours derrière des avocats. J'en ai pris deux même, en début d'année, pour faire un référé en urgence, justement donc, concernant la plainte, qui n'a jamais été effectuée. Donc suite au classement sans suite, j'ai demandé à ce que cette plainte soit formalisée auprès de la doyenne des juges. Je n'ai rien, j'ai aucune information de ces deux avocats. Et pourquoi ils n'ont pas voulu Je ne sais pas. J'envoie des mails, j'envoie des messages, je laisse des messages. Je n'ai rien, j'ai absolument pas de réponse alors que je les ai déjà payés. Ah, tu les as payés? Je les ai payés. Tu les as payés combien? Alors 2000 et quelques pour un et 300 pour l'autre. C'est cher payé pour pas grand chose, hein, pour rien faire. D'accord. Ouais, c'est totalement du vol, surtout que, à la limite, me répondre, un minimum, me dire, mais madame, on vous restitue votre argent, on ne veut pas votre affaire, ou quelque chose dans ce genre, ou vous inquiétez pas, c'est en cours. Rien. Ouais, d'accord. Ça fait 2 mois que je cours derrière, et je n'ai rien. Et donc là, tu as trouvé un avocat qui accepte... J'ai rendez-vous demain matin. T'as rendez-vous, ok. Donc après, t'en es où aujourd'hui? Parce que là, samedi, il y a un Alors événement samedi, particulier. il y a un événement particulier pour ma fille, parce qu'à mon sens, c'est pas un animal, mon enfant. C'est une personne physique reconnue, elle est sur mon état civil. Je regrette vraiment qu'il n'y ait pas ce statut de victime qui lui est accordé, avec toute cette souffrance qu'elle a subie quand même, il faut arrêter d'exagérer. Donc ce samedi 8 octobre, donc je donne rendez-vous à toute personne qui voudrait, hein. C'est pas un appel à mobilisation, mais plus en devoir de mémoire pour mon enfant et pour tous les enfants qui tombent, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de tomber sur des coups qu'on ne s'explique pas, hein. Il y en a un qui a été, je me rappelle de mémoire, brûlé, jeté au chien, il y en a une autre frappée, il y en a d'autres qui sont certainement en train de souffrir en ce moment. Donc pour ma fille, pour toutes ces petites victimes, je vais déposer une plaque donc, funéraire symbolique au tribunal de Champfleury à 14h30 et un lâcher de ballon donc, sur le parvis de la Liberté. Donc ce samedi, on sera le 8 octobre. 8 octobre. Il y a d'autres associations qui vont... Alors il y a normalement l'association Stop Vif, Protégeons les enfants. Il y a Protège-moi, écoute-moi. Il y a Femmes solidaires, il y a l'UFR. Il y a Camp Papou qui vient, il y a Zazalé. Il y a les révoltés du 974 qui eux ont porté en fait ce collectif et m'aident beaucoup. Il y a beaucoup de personnes en fait. Après c'est vraiment beaucoup d'amis qui me connaissent, qui connaissent en fait à l'époque ce qui s'est passé. Pas grand monde qui l'ont su non plus. Hein. Après c'est vrai que c'est une histoire qui est difficile à expliquer. Et voilà. Du coup il y a quand même pas mal d'associations qui te soutiennent. J'espère parce que c'est vrai que j'ai essayé d'avoir 2 réunions de travail avec ces associations pour en discuter. Je n'ai pas pu sur 2 samedis les avoir, donc j'espère qu'elles répondront présentes ce samedi. Et le lâcher de ballon, c'est pourquoi? La liberté, je pense, se libérer, se dire que autant de souffrance, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est... Comme je dis, hein, j'ai subi en fait les effets de la septicémie. Je ne m'imagine pas ce qu'une enfant, ce qu'un bébé a pu endurer en termes de souffrance. Tu as eu quoi toi pour toi, ça t'a fait quoi quand même? J'avais l'impression d'être transpercée par des épées à l'intérieur. Je sentais mon sang se glacer de chaud. C'est incompréhensible, hein, mais je me glaçais de chaud. Je brûlais de froid. C'était terrible.
La septicémie, c'est une infection, c'est ça? Oui, c'est une infection qui passe dans le sang et c'est vraiment une douleur inimaginable. Et comment aujourd'hui tu, tu- enfin, je veux dire, tu peux expliquer ou tu peux essayer de comprendre le fait que tes plaintes n'ont pas été prises à X reprises, tu t'es rendu sur place. Je veux dire, en 2014, en 2013, en 2014, on ne parlait pas encore tant que ça des violences conjugales et on ne décomptait pas encore les morts par an comme on fait aujourd'hui. Mais depuis 2019, on en parle beaucoup. Oui. Je ne comprends pas non plus. C'est ce que je ne m'explique pas. Donc est-ce que c'est vraiment le copinage policier? Est-ce que c'est le copinage au-delà de sa politique? Parce qu'à un moment donné, dans les articles de Éric Lenné et dans cette histoire de garde, est apparu un certificat de bonne moralité de la mairie qui était en place à l'époque, avec le cachet officiel de la mairie et le cachet officiel de la police municipale. Ce qu'on ne s'explique absolument pas. Sachant que moi, j'ai pris contact pour leur demander des explications, même monsieur Lenné. Ils disent qu'ils ne connaissent pas cette personne, mais ils le connaissent parfaitement bien, parce qu'il a été élu sur une de leurs listes. Et c'est quelqu'un qui privilégie beaucoup au niveau des appels d'offres de la mairie. Donc, à un moment donné, on se pose des questions si est-ce que mettre le coup de pied dans tout ce tas-là, c'est pas aussi sortir ou exhumer certaines choses. Et du coup, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui et de quoi tu aurais besoin? Une vraie justice. Par exemple, même les gens qui vont voir cette vidéo, admettons, ou des journalistes pour faire connaître ton qui se renseignent, parce que j'ai tous les documents qui sont là. J'ai les documents, j'ai les certificats médicaux, j'ai tout. Donc à un moment donné, ils se disent mais ça pourrait être la petite Marie, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et qu'on est en France, on n'est pas dans un pays de dictature, on est soi-disant dans le pays des droits de l'homme. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont ces valeurs de la République? J'arrive plus. Je ne peux plus. Bah merci en tout cas, merci d'avoir raconté tout ça. Et puis bah j'espère, je te souhaite beaucoup de monde pour samedi. Et beaucoup de force, beaucoup de soutien. C'est dur.